Ok, stop, arrêtez tout, c'est terminé. La guerre en Palestine, c'est de l'histoire passée. Macron a demandé récemment au président chinois d'user de son influence pour rétablir la paix au Moyen-Orient. Et vous savez quoi? Surprise générale, ça a marché. Le président chinois a déclaré « Pas con, le type, j'y avais pas pensé ». Et suite à une visite surprise en Israël, Xi Jinping et Netanyahou ont signé un accord de paix en à peine 15 minutes en disant, je cite, « L'idée de faire la paix nous avait échappé, heureusement que Macron était là pour nous le rappeler, quel président ». Et ça, c'est quand même une bonne chose de faite, hein. Ok, la seule chose qui est vraie dans cette histoire, c'est que Macron a dit au président chinois qu'il fallait user de son influence pour rétablir la paix. Tout le reste, c'est un petit peu inventé. Mais on voulait faire plaisir à Macron pour qu'il se rende compte, ne serait-ce que 10 secondes de ce que ça fait de servir quelque chose dans la diplomatie internationale. Allez, aujourd'hui, pas mal de choses sur la planche avec une sacrée histoire pour la fin, donc restez bien jusqu'à la fin de cet épisode. Pensez à commenter, à partager et à nous soutenir financièrement. Et puis voilà, c'est parti, on attaque l'actualité du jour. Un accord d'otage a été conclu entre le Hamas et l'État israélien à travers deux déclarations de l'État qatari et états-unien qui ont servi d'intermédiaires. Il s'agit du tout premier accord de la sorte depuis les attaques du 7 octobre. Celui-ci prévoit la libération de 50 otages israéliens détenus par le Hamas, des femmes et des enfants, par groupe de 10 avec la Croix-Rouge internationale comme intermédiaire. En échange, il y a une trêve de 4 jours des combats, la libération de 150 otages palestiniens et le transport d'aide humanitaire à Gazaville, sachant que Gazaville n'a pas eu d'aide humanitaire depuis plus de 7 semaines. L'accord stipule que pour chaque 10 autres otages israéliens libérés, le cessez-le-feu sera prolongé d'1 jour et 30 Palestiniens seront libérés, avec un maximum de 80 otages israéliens. L'accord a été reporté, mais il a finalement été validé dans la journée et commencera demain matin avec la libération de 13 otages israéliens. Un accord qui vient donc après de nombreuses manifestations de familles des otages pour réclamer un accord. L'ONU, elle, demande à ce que cette trêve devienne la fin de la guerre quand l'État israélien lui annonce que la guerre continuera bien après le cessez-le-feu et qu'il profitera de cette paix provisoire pour préparer sa prochaine étape, c'est-à-dire la conquête du sud de la bande de Gaza. Et les bombardements continueront, eux, jusqu'à la libération des premiers otages. Rien que hier, 300 cibles ont été visées par l'armée israélienne avec des images qu'on ne peut pas vous montrer ici, mais qui sont celles qu'on voit depuis des semaines et qui se répètent encore et encore pour les Palestiniens. L'OMS affirme de son côté qu'en moyenne 160 enfants meurent chaque jour à Gaza à cause des bombardements israéliens et 2 médecins de Médecins sans frontières ont été assassinés par cette même armée israélienne lors d'un bombardement de l'hôpital d'Al-Awda au nord de Gaza. Awda, A-W-D-A. Voilà, faites la traduction. Ah oui, pour la petite histoire, on avait parlé du tunnel découvert par l'armée israélienne sous l'hôpital Al-Shifa. Il y a eu depuis toute une mise en scène, comme à leur habitude, qui était faite par l'armée israélienne avant qu'un ancien premier ministre israélien n'affirme que ce tunnel-là a été construit par l'armée israélienne alors qu'elle occupait Gaza dans les années 80. Encore une preuve que la propagande de guerre sert à justifier des crimes de guerre. Il n'y a donc pas de centre de commandement sous l'hôpital comme prévu, juste des tunnels de l'État israélien. Résultat, de plus en plus de Palestiniens vont dans le sud de Gaza, à Rafah au niveau de la frontière avec l'Égypte, qui subit eux aussi des bombardements avec Israël. À Rafah, c'est là où il y a le fameux poste frontière où passent notamment des blessés palestiniens et l'aide humanitaire. Et il y a un article du Monde qui donne des chiffres pour se rendre compte de ce trafic-là. Depuis le 27 octobre, donc quasiment un mois, il y a eu 1452 camions humanitaires autorisés par l'armée israélienne. C'est 10 fois moins qu'avant la guerre, quand l'armée israélienne calculait le rationnement minimum pour que les Palestiniens ne meurent pas. Donc autant vous dire, c'est largement insuffisant par rapport aux besoins de la population. Quant aux blessés, 300 d'entre eux ont pu être envoyés en Égypte, soit 1% des blessés en Palestine. Et encore, ça, c'est un compte qui semble bien optimiste vis-à-vis les bombardements que subissent la bande de Gaza depuis le 7 octobre. Quant à ceux qui réussissent à passer la frontière, il y en a eu 9000 depuis un mois, mais seulement des binationaux et des ressortissants. Le blocus est donc maintenu et entretenu par l'armée israélienne. Ils espèrent ainsi faire pression suffisamment pour que un jour le poste frontière de Rafah soit brisé et que les Palestiniens se déplacent dans le désert du Sinaï, remettant en cause la circulation dans le canal de Suez au grand plaisir du gouvernement états-unien et permettant surtout à l'État israélien de conquérir totalement la bande de Gaza.
Allez, autre sujet, depuis le 27 octobre, les ouvriers de Tesla sont en grève en Suède. Ils sont mobilisés pour obtenir une convention collective que Tesla ne veut pas signer. Fait inédit, il y a une immense solidarité des travailleurs en Suède des autres secteurs. Les dockers notamment ont rejoint le mouvement le 7 novembre dernier avec un blocage des voitures Tesla et depuis vendredi, tous les ports de Suède sont en grève. Depuis ce lundi, la livraison des pièces détachées est perturbée et du coup, en conséquent, aussi tout le service de réparation de Tesla. Tu as le syndicat des employés des services de communication, le SECO, qui a annoncé, lui, l'arrêt de son activité dans tous les sites de Tesla en Suède. Les agents de nettoyage refusent de travailler dans des bâtiments de l'entreprise et des électriciens ont aussi arrêté le travail sur les bornes de rechargement du pays. Les mobilisations pourraient d'autant plus s'intensifier demain, le 24 novembre, avec 500 travailleurs syndiqués d'hydroextruction, entreprise norvégienne d'aluminium et d'énergie hydraulique, qui menacent de ne plus travailler pour les produits automobiles de Tesla. Et comment ça se fait qu'il y a une telle solidarité? Eh ben, on peut reprendre depuis le début pour comprendre ça. En Suède, le marché du travail n'est pas encadré par la loi, mais par des accords de branche. Sauf que Tesla ne respecte pas les accords de branche de l'automobile et ne s'aligne pas sur le salaire minimum et il n'y a pas de pension de retraite ni d'assurance. En gros, si Tesla réussit à imposer cette politique salariale, ça pourrait être la porte ouverte à d'autres entreprises qui pourraient faire pareil dans le pays. La grève actuelle a donc un enjeu bien au-delà des seuls salariés de Tesla, ce qui explique la mobilisation. Mais Elon Musk ne compte pas se laisser faire. Une enquête d'un magazine suédois, donc Dagen Arbeten, quelque chose comme ça, documente la volonté de Tesla de briser la grève par des remplacements, notamment des travailleurs venus par avion pour remplacer les grévistes et des menaces de licenciement ou de retrait de primes qui auraient été faites à certains salariés. Contre-attaque des syndicats, pour inciter le personnel de Tesla à rejoindre la grève, les syndicats compensent désormais les salaires à hauteur de 130%. Donc en gros, ils gagnent plus d'argent à faire grève qu'à aller travailler. L'objectif est de faire plier Tesla à tout prix pour garantir l'avenir du modèle social suédois. Le conflit pourrait durer des mois et évidemment, on va suivre tout ça pour vous. Autre sujet, il y a 2 jours, on vous avait parlé de la victoire de Javier Milei à l'élection présidentielle en Argentine. Bon, déjà, on n'avait pas fait de blague sur la Coupe du Monde, alors que pourtant c'était évident de la faire, mais ce dont on parle moins à propos de ce nouveau président, c'est que les marchés financiers ont grandement apprécié son élection. Et c'est les chiffres qui en parlent le mieux. La semaine dernière, la bourse argentine a bondi de 20%. Un bond lié principalement à l'envolée des actions de compagnies pétrolières publiques telles que YPF de 34%. Parce qu'évidemment, le nouveau président va privatiser ces grandes compagnies pétrolières publiques, ce qui va faire que le privé et les financiers vont pouvoir se faire beaucoup d'argent. Selon Le Figaro, les actions de YPF négociées à Wall Street ont fini, elles, en hausse de 40%. L'Argentine est un pays au sous-sol très riche en ressources fossiles. C'est la 2e plus grande réserve mondiale de gaz de schiste. L'exploitation de ces réserves demanderait des investissements énormes que la compagnie nationale YPF ne pourrait pas fournir à elle toute seule, et donc sa privatisation ouvrirait le marché pour les géants tels que Total, BP, Shell, Chevron, qui ont fait eux 6,5 billions de profits pour le 3e quart de 2023. Comme quoi, un antisystème fan de Trump au pouvoir, c'est une bonne nouvelle pour les capitalistes. C'est fou ça quand même, hein? Et on termine avec une drôle d'histoire qui représente tellement bien nos élus français qui sont, vous le savez, tellement républicain. Joël Guerriau a voulu fêter son élection très récente de sénateur d'Horizon, tu sais, le parti d'Édouard Philippe. Et donc pour fêter ça, il a invité sa collègue députée de la Loire et il lui a offert une coupelle de champagne chez lui tranquille. Sauf que quelques minutes après, la députée se sent un peu bizarre. Alors elle a esquivé la soirée, elle est retournée à l'Assemblée nationale, sauf que son état a empiré, elle a parlé à des collègues et ils l'ont emmenée à l'hôpital. Et après une analyse sanguine, elle se révèle positive à l'ecstasy, tiens. Elle porte plainte, il y a une perquisition chez le sénateur et la police trouve effectivement un bon paquet de MDMA dans son tiroir. La députée accuse le sénateur de l'avoir droguée pour potentiellement abuser d'elle et le sénateur, lui, a voulu se défendre et c'est là que ça en devient presque drôle parce que le gars va s'enfoncer encore et encore. Il dit déjà qu'il se sentait triste parce que son chat est mourant et que son collègue franc-maçon, je vous jure, est lui malade. Du coup, il était un petit peu déprimé, donc il a demandé à un collègue sénateur
donc un dealer de drogue sénateur, de lui donner un euphorisant pour essayer de se remettre de cette dépression sans savoir que c'était de l'ecstasy. Donc il rentre chez lui en se disant qu'il va, il va se mettre bien avec de l'ecstasy, il met un peu de poudre dans une coupelle de champagne, sauf que d'après son témoignage, il oublie. Voilà, il oublie cette chose-là, il laisse la coupelle de champagne là où elle était, et quand la députée est venue, le sénateur lui aurait donné par accident cette mauvaise coupe de champagne en ayant oublié qu'il y avait de la poudre au fond. Bon, évidemment, cette défense du sénateur n'a absolument aucun sens. On espère seulement que Darmanin fera une enquête approfondie sur la présence des dealers de drogue dans le Sénat. Évidemment, lui qui déteste tant les drogues, et peut-être à l'Elysée, il y a peut-être moyen de faire une enquête. Enfin, je dis ça, je dis rien. Allez, on termine cette vidéo que j'ai écrite avec Debbie, qui a été montée par Pixel. Et merci à tous ceux qui nous soutiennent chaque jour grâce à vos commentaires, à vos partages et à vos dons. On est de plus en plus autonome financièrement. On va même pouvoir recruter une personne début janvier pour pouvoir faire les montages des quotidiennes. Et donc ça, c'est grâce à vous, c'est grâce à votre soutien qu'on arrive à se développer. Donc merci à vous et on se retrouve demain pour la dernière quotidienne de la semaine. Sur ce, des bisous. Quack.